Bonjour. En 2050, le climat à Paris pourrait être similaire à celui de Canberra en Australie. Si on veut éviter ce scénario, il faut réagir vite afin d'établir une stabilité climatique et de limiter les impacts des énergies fossiles sur l'environnement. Pour cela, notre société a déjà commencé à se tourner vers des solutions plus écologiques, comme les énergies renouvelables. Objectif 100% d'énergie renouvelable en 2050, est-ce réaliste? Madame, monsieur, bienvenue dans ce second numéro de Rage Enquête. Première victoire face au nucléaire, la fermeture de Fessenheim marque un tournant dans la lutte contre les énergies fossiles. La transition vers les énergies dites propres est la prochaine étape. Et justement, nous resterons dans le Haut-Rhin pour voir le développement du photovoltaïque et son utilisation dans le département. Et comment parler d'énergie renouvelable sans évoquer la géothermie dont les effets secondaires se sont fait ressentir dans la capitale alsacienne ainsi qu'à la Wandsenau où nous échangerons avec Madame la maire. Nous évoquerons également la biomasse, une énergie jouissant d'une place de choix mais qui fait face à de nombreuses critiques. Nous irons ensuite à Markolsheim pour une visite guidée inédite au sein d'une centrale hydroélectrique vieille de près de 60 ans. Avant de développer nos sujets, nous avons voulu définir exactement le terme énergie renouvelable et expliciter la part de cette énergie en France. Une infographie de Naomi Barbier. Les énergies renouvelables. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies considérées comme inépuisables à l'échelle humaine, dont les sources se renouvellent naturellement. Les sources d'énergie sont dites propres, car elles engendrent très peu de déchets et d'émissions polluantes. Quelles sont ces sources d'énergie? Elles proviennent du soleil, de l'eau, du vent et de la terre. De ces sources, l'on peut y produire différentes énergies. Les 5 principales, produites en France, sont l'énergie solaire, hydraulique, éolienne, la biomasse et l'énergie géothermique. Quelle est la situation en France? Les énergies renouvelables ont progressé de 84% de 1990 à 2019 en France métropolitaine. Elles représentent actuellement 11,7% de la consommation en France d'énergie primaire et constituent la 4e source d'énergie derrière le nucléaire, le pétrole et le gaz naturel. Et dans la région Grand Est, la part des énergies renouvelables dans la région représente 24,6% de la consommation d'énergie et 13,3% de la production française. Les objectifs pour 2050 ? Les énergies renouvelables devront représenter plus de la moitié de la consommation d'énergie. La conséquence ? Une baisse d'environ 70% des émissions de CO2 par rapport à 1990. Annoncée par François Hollande depuis son élection en 2012, la fermeture très attendue de la centrale nucléaire de Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises, est devenue le symbole du combat anti-nucléaire. Malgré de multiples reports, la fermeture a finalement bien été actée en juin 2019. Il faut à présent construire l'après Fessenheim. Une enquête d'Adrien Besnier. Des banderoles qui dénoncent la fermeture ornent toujours les façades de la centrale nucléaire de Fessenheim, définitivement à l'arrêt depuis le 29 juin 2020. Une victoire pour les écologistes et de nombreuses associations qui dénonçaient sa vétusté. Une aberration pour la population locale, à commencer par la commune de Fessenheim, directement impactée. Les centrales nucléaires génèrent beaucoup de fiscalité et donc qui bénéficiait bien sûr à la commune historiquement, mais également à l'ensemble du territoire, donc de toutes les communes de l'intercommunalité. Alors, globalement, rien ne remplacera l'activité de la centrale, ni par le nombre d'emplois à l'hectare, ni par les retombées fiscales. Une fiscalité très généreuse qui a permis à la commune de 2400 habitants de connaître un développement exceptionnel, comme nous l'explique Monsieur le maire. C'est effectivement une salle de sport qui a été construite au début des années 80, donc dans la foulée de la construction de la centrale nucléaire. Donc un développement d'activités nouvelles, sportives, associatives. Nous sommes sur un deuxième site qui est un petit peu spécifique pour une commune de petite taille, donc c'est une médiathèque. C'est un long processus en fait cette médiathèque puisqu'elle a vu le jour dans les années 80, pareil. Donc elle a déjà trouvé plusieurs lieux d'implantation, donc c'est parti de l'école en fait.
Et donc pour arriver en 2010 sur ce site-là, là aussi c'est grâce au subside de la centrale qu'on a pu investir sur un tel équipement, mais qui rayonne bien au-delà de notre commune. Cette fermeture a une conséquence directe sur l'emploi. Elle touche en premier lieu les 1000 salariés travaillant en permanence sur le site depuis de nombreuses années. Même si le processus de démantèlement peut toujours permettre à certains de garder leur emploi, ils devront tôt ou tard quitter leur poste. En 2025, il ne restera plus que 60 personnes. Donc voilà, la décroissance est en cours. Pour tous ces agents, c'est un véritable déracinement. La sentence est simple, c'est on quitte la région avec femmes, enfants, on quitte une famille, on quitte une maison qu'on a peut-être construite, on quitte un endroit où on se sentait bien en Alsace. Donc c'est très difficile pour chacun, mais on n'a plus le choix, c'est comme ça. Il y a eu un sentiment de colère au début, d'incompréhension, et maintenant on en est à la résignation et à la tristesse. Actuellement, tout le monde le sait, les enjeux climatiques sont forts et concernent les rejets de CO2. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien pour l'instant le nucléaire qui arrive à combattre ce réchauffement climatique. Même regret et amertume chez cet ancien salarié qui nous égrène ses souvenirs de Fessenheim et qui déplore cette mise à l'arrêt politique selon lui. Fessenheim était aussi sûr que les autres centrales nucléaires en France. Et donc la centrale a été décidée d'être fermée avec un deal entre le gouvernement et EDF en disant on ferme Fessenheim et on va ouvrir Flamanville. Or au jour d'aujourd'hui où je vous parle, Flamanville n'est toujours pas ouvert. Donc on perd 1800 mégawatts électriques tous les jours de production. Pour compenser partiellement cette perte de production d'énergie et préparer l'après-Fessenheim, un projet de centrale photovoltaïque a vu le jour à Regisheim. Une collaboration entre une entreprise allemande Badenova et française Triba Energy vont permettre la réalisation de ce projet. Un ingénieur chef de projet photovoltaïque chez Triba Energy nous explique les détails de cette future centrale solaire. Pour Triba Energy et Badenova, ça représente un investissement de 15 millions d'euros et le projet sera installé sur 23 hectares dans la commune de Regisheim qui mettra en œuvre 47 200 modules à peu près. La particularité aussi, c'est que la technologie de modules qui seront utilisés, ce sont des modules bifaces, donc qui ont la capacité de produire de l'électricité avec le rayonnement direct, c'est du soleil, mais vu qu'ils ont deux faces, ils peuvent également capter les rayons diffus et indirects, ce qui permet d'optimiser la production. C'est une nouvelle technologie, donc c'est enfin un projet assez innovant. La construction devrait commencer cette année pour une mise en service à l'été 2022. L'objectif étant de produire l'équivalent de la consommation énergétique de 5500 foyers. Même si cela reste encore très insuffisant pour pallier la fermeture de la centrale nucléaire, d'autres projets pour préparer l'après-Fessenheim devraient voir le jour. Avec un tarif d'entrée très onéreux lors de son introduction dans les années 2000, le photovoltaïque s'est depuis démocratisé et a été rendu accessible au grand public avec un coût d'achat maîtrisé et de nouveaux modes de consommation. Communes, particuliers et entreprises se lancent dans cette aventure du solaire. Mais est-ce réellement une bonne affaire? Tristan Recli a tenté de répondre à cette question. Dans le cadre du plan d'urbanisme, la réglementation oblige les nouvelles constructions industrielles à la végétalisation de leurs toitures ou à y installer un système de production d'énergie verte. C'est le choix auquel était confronté ce propriétaire de grande surface lors de la récente rénovation de son commerce. Il a finalement opté pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son magasin. J'ai fait le choix de panneaux photovoltaïques pour assumer une partie de la consommation du magasin. Voilà, donc, depuis quelques années, nous avions des consommations qui évoluaient très fortement. Le coût était important. Donc actuellement, nous avons une installation qui couvre 30 à 40% de notre besoin électrique. Le toit est ainsi plus isolé, cela atténue les effets des intempéries. Les modes d'utilisation de ces installations prennent, quant à eux, différentes formes. L'énergie produite peut être proposée à l'autoconsommation pour couvrir les besoins du bâtiment ou simplement pour être revendue à EDF, comme c'est le cas de ce hangar de stockage municipal situé en périphérie de la ville de Mulhouse. L'autoconsommation telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est avec un site qui doit avoir des consommations régulières d'électricité.
Ici, ce n'est pas le cas. On a des consommations qui sont assez variables et de toute manière, il y a 10 ans, ces systèmes de conso n'existaient pas, donc on réinjecte. En moyenne, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque est atteinte en 10 à 12 ans. Il y a 10 ans, EDF Obligation d'achat avait une politique tarifaire qui était très intéressante et donc on a bénéficié des tout derniers contrats qui avaient des valeurs très élevées, à savoir 60 centimes par kilowattheure. Et le principe de ce tarif de rachat, c'est d'équilibrer et de permettre à nous, à n'importe qui, un privé, un particulier, d'installer du photovoltaïque. Donc, et le prix va être indexé pour qu'il y ait un taux de retour sur investissement. L'énergie photovoltaïque est produite grâce à la captation des rayons du soleil par les panneaux. Elle est ensuite convertie en courant électrique standard grâce à des onduleurs, puis est injectée dans le réseau électrique du bâtiment. Même si les départements les plus propices au photovoltaïque sont les régions du sud, en raison de leur grand nombre d'heures d'ensoleillement, cela n'empêche pas certaines régions, comme l'Alsace, de développer et mettre en place des projets toujours plus novateurs. En témoigne cette installation réalisée sur une surface de toiture plate implantée à Sausheim. C'est une installation qui profite en fait à l'ensemble de la zone, puisqu'autour de ce bâtiment, il y a toute une zone commerciale qui travaille du lundi au samedi et qui consomme de l'énergie. Donc on peut dire aujourd'hui qu'une grosse partie de l'énergie consommée sur cette zone commerciale provient de cette installation photovoltaïque. Malgré le fait qu'ils produisent une énergie verte non polluante, les panneaux photovoltaïques sont connus pour l'impact environnemental important que génèrent leurs importations lointaines et en particulier leur recyclage symbolisé par le bilan carbone. Les producteurs de panneaux sont implantés dans des pays européens avec une réputation commerciale forte, mais en réalité, la production est localisée dans des pays asiatiques, notamment la Chine, la Malaisie ou encore l'Inde. Un choix impactant sur le plan environnemental qui vient quelque peu ternir les bienfaits apportés par cette forme d'énergie. Avec le photovoltaïque, on décentralise cette production d'énergie et on vient produire un peu, 30%, 20%, 50% parfois, à l'endroit où on le consomme. Au fur et à mesure qu'on va développer cette énergie, on va soulager les réseaux et pouvoir, au fur et à mesure, se passer peut-être de certaines centrales vieillissantes. L'énergie photovoltaïque introduite sur le marché français connaît une croissance lente et timide. De toutes les énergies renouvelables, elle est la moins représentée en France avec une participation aux besoins énergétiques national de seulement 3,4% en 2020. L'avenir du photovoltaïque en France s'avère pour le moment incertaine, notamment pour des raisons technologiques. Le photovoltaïque présente un inconvénient majeur, c'est que la nuit, il produit rien, en hiver, il produit peu, voire rien s'il neige. Donc on est sur une production d'énergie irrégulière et instable. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème du stockage, le photovoltaïque ne pourra pas devenir la première source d'énergie pour nous alimenter en électricité. Cette énergie possède donc un nombre d'avantages non négligeables, mais qui a tout de même ses limites. Elle s'impose à court terme comme une source d'énergie complémentaire intéressante et fiable. Les énergies renouvelables et responsables se développent aussi au niveau local. Muttersolz en est l'exemple parfait. Cette commune alsacienne a pris la route de l'écologie depuis plus de 10 ans en valorisant une énergie locale à l'aide de projets ambitieux. Muttersolz, un laboratoire grandeur nature, un reportage de Mewen Le Prêtre. Muttersolz, une commune de 2000 habitants, située dans la plaine du Ried, en Alsace. Un village vert qui a raflé des titres prestigieux. Territoire à énergie positive en 2014, puis capitale française de la biodiversité en 2017. Des distinctions exceptionnelles pour une commune de cette taille, acquises grâce à ses nombreux projets environnementaux et à une politique verte totalement assumée. Cette politique est portée par un homme, Patrick Barbier, maire de la commune. Écologiste convaincu, il est le maire depuis plus de 13 ans. 3 mandats qui ont pu lui laisser le temps de mettre en place un projet écologique ambitieux sur le long terme. Muttersolz, on s'est fixé comme objectif de devenir un territoire à énergie positive. On s'inspire des communes allemandes. Juste dans la Forêt-Noire, presque toutes les communes allemandes sont territoire à énergie positive. Nous, on en est encore loin. Donc nous, on s'est fixé un objectif intermédiaire qui est déjà d'atteindre l'équilibre au niveau des consommations municipales, de l'administration communale. Ça veut dire l'éclairage public,
le chauffage et l'électricité des bâtiments publics, la mairie, les écoles, les églises, les salles de sport, les salles associatives. On se considère modestement comme un laboratoire de la transition énergétique. Moi, j'aime bien le mot laboratoire parce que ça indique qu'on essaye. Et des expériences dans son laboratoire, il y en a eu. La rénovation de la mairie pour respecter les normes de bâtiments basse consommation est l'un des premiers chantiers. Les mêmes travaux ont ensuite été appliqués à la salle des fêtes et à l'école. Muttersols a encore vu plus gros avec ce gymnase à énergie positive. Ces 600 mètres carrés de panneaux solaires permettent au bâtiment de s'auto-alimenter en électricité. Cerise sur le gâteau, il produit plus qu'il ne consomme. Le surplus d'énergie est revendu. Dernier chantier en date et pas des moindres, l'utilisation des cours d'eau pour produire de l'énergie. Cette centrale hydroélectrique est le dernier projet abouti début 2020. Elle permet d'alimenter l'éclairage public et l'ensemble des bâtiments communaux. Ce projet a coûté plus de 2 millions d'euros, mais Muttersols a pu compter sur de nombreuses aides, comme souvent. On a été très aidés à la fois par l'État, l'ADEME, la région, le département, pour les investissements, les différents investissements que vous allez voir. Bien sûr, on a aussi en partie emprunté. Sur le coût total du projet, seuls 31% ont été financés par la commune. Les 69% restants sont issus de la région Grand Est, du ministère de la Transition écologique, du département du Bas-Rhin et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Des projets massivement soutenus par la population, sensibilisés depuis plus de 50 ans à la cause environnementale, grâce à une maison de la nature présente dans le village. Des ateliers y sont proposés pour permettre aux plus jeunes de mieux connaître la faune et la flore, mais aussi de prendre conscience des enjeux climatiques. Toujours favorable pour ce type d'énergie. Au niveau collectif, on sait qu'il y a des économies et que le village y gagne. Ce qu'on voit vraiment, par exemple, et que j'ai apprécié, c'est l'extinction des lumières la nuit, parce que je trouve ça assez ridicule de faire de la pollution lumineuse pour rien. En plus de l'extinction des éclairages publics la nuit, qui permettent une économie de 10 000 € par an, la quasi-totalité du parc est passée au LED. Autant de résultats qui font que le maire encourage les autres communes françaises à agir. En matière d'énergie, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de l'eau, il y a de la biomasse, il y a de la géothermie partout. Donc l'énergie peut être territoriale, peut être locale, partout. Alors après, la façon dont on l'exploite, bien sûr, elle diffère d'un lieu à l'autre, ne serait-ce que pour des raisons techniques. Patrick Barbier déborde d'idées, comme l'installation d'un parc éolien citoyen encore en discussion. Il faudra cependant attendre un peu pour voir la nouvelle expérience de ce laboratoire à ciel ouvert émerger. Sous mes pieds, dans le quartier de l'Esplanade, situé dans l'est de la ville de Strasbourg, filent des kilomètres de conduits qui le relient à la centrale ES Biomasse. Ce réseau de chaleur urbain est alimenté par la première énergie renouvelable de France. Cependant, alors que la région Grand Est a lancé une consultation pour augmenter sa production, les critiques et alertes scientifiques se multiplient. La biomasse, une énergie vertueuse, élément de réponse avec Samuel Cardon. Exploitée par Électricité de Strasbourg depuis 2016, la biomasse est la première source d'énergie renouvelable en France. Le fonctionnement de cette centrale dernière génération située au port du Rhin est simple. Le bois, acheminé par camion depuis une zone de 100 km à la ronde, est broyé pour être stocké dans un silo de 5000 m3. Convoyé par tapis roulant, il est ensuite brûlé dans une chaudière moderne pour produire 2 sources d'énergie et fournir quelques 35 000 foyers de la ville. C'est dans la salle de contrôle de la centrale qu'un responsable nous explique une de ses particularités. C'est une chaufferie qui a une cogénération. Donc cogénération veut dire on produit de l'énergie thermique, du chauffage urbain et de l'électricité via une turbine à vapeur.
où on vend directement l'électricité sur le réseau ES. La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement scrute à la loupe les données des rejets atmosphériques de la centrale. Cet organisme en charge de la sûreté et du contrôle des sites industriels parle de la biomasse comme d'un dossier complexe. Le bois émet certes moins de CO2 que le charbon ou le gaz, mais reste polluant. On a eu un engouement et un peu un amalgame en disant c'est une énergie naturelle par rapport à l'énergie fossile, c'est moins polluant. Non, c'est pas forcément. Je dirais quand vous brûlez du bois, il y a des émissions de ce qu'on appelle hydrocarbures aromatiques polycycliques, en gros des goudrons, des vapeurs de goudron. Que ces vapeurs de goudron viennent du bois ou du charbon, elles sont aussi néfastes pour la santé. C'est pareil pour les fines particules, que ce soit des fines particules de bois ou autres. C'est leur taille et leur composition chimique qui fait la toxicité et pas forcément l'origine. Il n'y a pas de... Voilà, pareil pour les oxydes d'azote qui viennent du bois, de biogaz ou de gaz fossile. Quand vous les respirez dans l'atmosphère, l'impact sur la santé est le même. En France, la filière bois est contrôlée, mais pour certains militants écologistes comme Jean-Marc, il faut préserver les forêts qui absorbent une grande partie des rejets atmosphériques. C'est du carbone qui a été stocké donc, par la photosynthèse et qui se retrouve dans le bois. Donc quand on a une forêt, tous ces arbres-là, c'est un puits de carbone. Donc on a le puits de carbone aérien, donc ce qui est en surface, c'est ce qu'on voit, c'est ces arbres. Alors il y a des petits arbres, il y en a des plus gros. Et puis après vous avez le puits de carbone dans le sous-sol. Et ce qui représente les souches, les racines, plus une partie de la décomposition du bois qui descend tout doucement dans la terre. À la tête d'une petite association strasbourgeoise, cet ancien ingénieur en énergie à la retraite n'en démord pas. Pour lui, les quotas d'abattage du bois ne sont pas suffisants. Et il n'hésite pas à plaider pour un arrêt total de son exploitation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il faut que la forêt absorbe le CO2 et après qu'il ne soit pas relâché pour créer un puits de carbone. Et là, le fait de brûler le bois, on ne crée pas un puits de carbone, on le détruit. Et ça, c'est criminel. Aujourd'hui, quand on l'a compris, c'est criminel. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de CO2, il faut pas brûler le bois, tout simplement. Grâce à son expérience, il tente aussi de dénoncer les pratiques des fournisseurs d'énergie qu'il n'hésite pas à qualifier de greenwashing. Et ils vont nous faire croire qu'effectivement, ils sont là pour faire de l'énergie verte, alors qu'un industriel comme EDF, son but c'est de vendre de l'électricité. Alors quand ils vous sonnent ou quand ils vous font de la pub pour dire que vous allez faire des économies, c'est fou. Parce que ce qui les intéresse, c'est de vendre de l'énergie. Donc ils ne sont pas là pour dire que demain on vendra 2 fois moins d'énergie. L'utilisation de cette énergie dite renouvelable fait débat et reste polluante. Cependant, si celle-ci est contrôlée, elle s'affiche comme une des meilleures alternatives actuelles aux énergies fossiles. Si vous êtes strasbourgeois, la notion de géothermie ne vous est sans doute pas inconnue, puisque récemment, plusieurs mini-séismes ont été ressentis dus au forage de l'entreprise Fonroche. Avec nous, Madame Michèle Canongisser, maire de la Vanzeno, une commune particulièrement touchée par ces séismes. Toutefois, le réel fonctionnement de cette énergie est encore assez méconnu. Des précisions avec Nathan Museau. D'où vient la chaleur de la Terre ? La croûte terrestre, qui mesure en moyenne 30 km d'épaisseur sous les continents, est chaude. Cette température augmente progressivement lorsqu'on descend en profondeur. Cette température provient, mais en partie seulement, du centre de la Terre. Du noyau de la Terre où les températures peuvent atteindre plus de 5000 degrés Celsius. Mais cela n'est qu'une toute petite partie de l'explication. L'essentiel de chaleur provient des éléments radioactifs qui sont présents en état naturel et à grande quantité dans les roches de la croûte terrestre et du manteau supérieur de la Terre. En se désintégrant, ces éléments radioactifs libèrent de la chaleur. C'est ce phénomène qui est à l'origine de 90% de la chaleur interne de la Terre.
En Alsace, le gradient géothermique peut atteindre 8 à 10 degrés tous les 100 mètres, un record en France. Entre 2500 et 3000 mètres de profondeur, il y a l'aquifère rhénan, une formation géologique composée de roches calcaires. Ces roches sont gorgées d'une grande quantité d'eau, dont les températures peuvent varier de 80 à 170 degrés Celsius. Pour récupérer cette chaleur, on creuse un premier forage. C'est le puits par lequel on va puiser l'eau géothermale. Après avoir échangé son énergie via un échangeur thermique, l'eau est réinjectée dans l'aquifère à environ 1500 mètres du point d'extraction. Elle ne viendra pas ainsi refroidir l'eau qui sera pompée. Ces eaux de profondeur circulent en circuit fermé. C'est ce que l'on appelle la boucle géothermale. À Soultz-sous-Forêt, elle représenterait 1,7 MW. Madame la maire, rebonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la commune de Lavenzzano a été particulièrement touchée, particulièrement impactée par ces séismes? Lavenzzano a été extrêmement impactée puisque Lavenzzano bénéficie, pardonnez-moi l'expression, du puits d'injection, c'est-à-dire le puits de rejet. Et que ce puits de rejet est source de sismicité importante, donc plus de 10 séismes d'une magnitude supérieure à 2, ce qui explique aujourd'hui les plus de 350 sinistres sur Lavenzzano. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous aviez monté un collectif avec plusieurs personnes de votre ville, peut-être d'autres villes aussi? Alors si vous voulez, dans un premier temps, il a fallu organiser les déclarations de sinistres, donc nous avons été extrêmement présents auprès des victimes. Et dans un deuxième temps, il s'agit maintenant d'organiser la réparation et de s'assurer de la solvabilité pour organiser cette réparation des préjudices. D'accord. Et pour vous, le lien est sûr, c'est dû à Fonroche, c'est de leur faute. Est-ce que c'est dû à une erreur commise ou une particularité dans le sous-sol, une technique employée de forage, quelque chose? Si vous voulez, le lien de causalité ne fait aucun doute. Le lien de causalité entre les fissures et les épisodes sismiques, puisque Fonroche, en tout cas Géovène, l'a reconnu, d'ailleurs assez systématiquement pour l'intégralité des séismes dits induits. Donc c'est typiquement une conséquence de l'activité industrielle. Et une des causes profondes, c'est l'absence de maîtrise de la modélisation de l'industriel. Alors vous dire que la cause technique aujourd'hui elle est absolument transparente, non, puisqu'il s'agit d'un puits qui est en quelque sorte un prototype et qu'on est dans des profondeurs qui sont quand même importantes, qui plus est dans de la roche granitique, ce qui explique aujourd'hui la difficulté de maîtrise du retrait de la pression des puits. D'accord, parce que la géothermie a fait plutôt ses preuves en France. On a les exemples du bassin parisien ou même dans la région de Soultz-Forêt. Est-ce que vous êtes plutôt contre la géothermie ou là c'est un cas spécifique? Alors le débat élargi pour ou contre la géothermie n'a pas lieu d'être ici. On est dans un régime un peu d'exception, comme je l'ai dit, c'est un prototype. Et on a joué sans doute un peu aux apprentis sorciers en allant dans des surprofondeurs de granit. Et donc c'est quand même relativement atypique, aucun puits ne se ressemble. Nous n'avons pas beaucoup de similitudes avec le puits de Soultz-sous-Forêt puisque la profondeur est différente. D'accord. Et est-ce que pour vous, il faudrait renoncer à tous les projets de géothermie, en tout cas dans la région ou même peut-être dans tout le pays? Alors il faut raisonner par réservoir. On est dans un réservoir rhénan avec une microfracturation qui était séduisante. Je crois que la conclusion assez logique, et sans rentrer dans des débats techniques et technologiques, la conclusion logique, c'est que ce réservoir est instable et que ces failles qui ont été utilisées ou cette microfissuration provoquent une sismicité qu'on ne saurait tolérer davantage. Merci Madame la maire et bon courage pour la suite. Merci à vous. Derrière moi, le Rhin, inépuisable source d'énergie hydraulique. Une douzaine de centrales sont situées sur le fleuve en Alsace, entre la France et l'Allemagne. Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Markolsheim avec Nathan Museau. N'accueillons pas de visiteurs pour le moment. C'est une visite tout à fait exceptionnelle que nous propose aujourd'hui EDF. Construite à la fin des années 50, la centrale hydroélectrique de Markolsheim est l'une des 12 centrales que compte la chaîne de production du Rhin. Utilisant la force de l'eau pour créer de l'électricité. Sébastien Lenoir nous explique comment fonctionne cette centrale, qui utilise la plus vieille source d'énergie renouvelable exploitée en France et en Europe.
Donc ici à Markolsheim, depuis 1961, l'année de mise en service de cette centrale, on dispose donc de 4 groupes turbo-alternateurs. Alors ce qu'on en voit d'ici, c'est simplement la partie supérieure de ces groupes, puisque l'essentiel de ces groupes, en tout cas les turbines notamment, les alternateurs sont situés sous cette dalle. Donc là actuellement, on a des groupes en fonctionnement qui nous permettent de turbiner l'eau qui nous arrive sur le ras canalisé. Et donc au moment où l'eau passe, eh bien, on va donc pouvoir produire de l'électricité. Ces 4 turbines, appelées turbines Kaplan, sont situées à 13 mètres sous le niveau du Rhin, entraînées par le débit de l'eau, mais aussi par la chute de l'eau dans la conduite forcée du barrage, faisant tourner les turbines et l'alternateur jusqu'à 75 tours minute. Elles généraient à elles seules 160 MW. Afin d'accroître la production d'électricité, la centrale est équipée de capteurs, la rendant ainsi plus autonome. Alors d'un point de vue fonctionnement, cette usine de Markolsheim, elle fonctionne quasiment de façon automatisée. Donc on a toute une instrumentation très complexe qui nous permet de faire fonctionner cette usine quasiment de façon automatisée. Étant la toute première sur la chaîne de production, c'est donc depuis Kems qu'EDF dispose d'un centre de conduite et de surveillance hydroélectrique. Donc voilà la salle de commande de la centrale de Markolsheim. Donc c'est une pièce, comme je le disais il y a quelques instants, désertée. Ça fait partie des investissements qu'on réalise, notamment sur une usine comme celle de Markolsheim. Même si elle a 61 ans, cette usine, eh bien, elle est évolutive, on peut continuer encore à investir dessus. Parce que c'est en investissant, en faisant de la maintenance, de l'entretien, qu'on peut espérer pouvoir la faire vivre encore des décennies. La présence des ingénieurs sur le site de Markolsheim est tout de même nécessaire, afin de veiller au bon fonctionnement, mais aussi à l'entretien de la centrale. Cet entretien est donc primordial pour le bon fonctionnement du barrage, comme le nettoyage du cours d'eau en amont. Donc c'est d'autant plus important de faire ce type d'opération de grillage que si on ne le fait pas, la quantité de déchets augmente en épaisseur et l'eau elle passe moins facilement, elle rentre moins facilement dans la turbine. On peut même aller jusqu'à dire que finalement l'eau qu'on restitue à l'aval est plus propre que celle qu'on récupère à l'amont. Ces 12 centrales situées au bord du Rhin produisent à elles seules 12% de la production française d'énergie renouvelable, mais aussi 60% des besoins d'électricité en Alsace. L'Alsace, qui permet au Grand Est de figurer en bonne place dans la production d'énergie hydroélectrique en France. Mais comme nous l'explique Sébastien Lenoir, ces chiffres ne risquent pas de fortement augmenter ces prochaines années. Alors aujourd'hui, en matière d'hydroélectricité, on a quasiment aménagé tous les sites géographiques potentiellement aménageables en France. Donc on n'a pas un territoire extensible malheureusement. Et ce qui s'offre à nous dans les années qui viennent, c'est d'optimiser les ouvrages existants, d'augmenter la part de la petite hydraulique potentiellement, parce qu'on a encore des projets de développement de petite hydraulique, mais la grande hydraulique, elle existe telle qu'elle est aujourd'hui. On ne pourra pas augmenter de façon importante la part de la grande hydraulique aujourd'hui. Avec les progrès techniques et la miniaturisation, cette énergie verte attire de plus en plus d'investisseurs, comme des communes mais aussi des particuliers. Elle devrait donc dans un futur proche se multiplier aux abords des villes. Partagez vos ressources avec celles de votre voisin pour concevoir, réaliser et financer ensemble votre logement. C'est le principe de l'habitat participatif. C'est le cas ici dans le quartier Danube à Strasbourg, pour cette maison par exemple, mais aussi au Neudorf où Martin Faure s'est rendu. Rien apparemment ne distingue cet immeuble d'un autre, et pourtant, c'est ce que l'on appelle un immeuble participatif. Traduction. 4 couples d'amis ont acheté ensemble ce terrain à Strasbourg pour y construire leur espace d'habitation. Résultat, 4 logements distincts, des espaces communs comme la buanderie et le jardin, avec en toile de fond une préoccupation environnementale. On s'est mis ensemble pour définir nos objectifs par rapport à notre foyer, à notre habitat. Donc il y a des objectifs qui peuvent être techniques, comme par exemple les énergies qu'on utilise, ou l'isolation, la qualité des performances du bâtiment. Faire des choix, surtout qu'à plusieurs, on a plus de marge de manœuvre que chacun dans son coin. Dès la conception, il a fallu penser à tout. Pour limiter les déperditions énergétiques, les fenêtres situées au nord sont plus petites que les autres. Les façades sont soigneusement isolées avec de la laine de bois locale. Mais ce ne sont pas les seuls choix stratégiques. Ici, l'installation pour chauffer le bâtiment, choisie par tous les habitants, est une chaudière à granulés en bois. C'est une ressource locale renouvelable et en termes je pense, d'impact environnemental, elle est beaucoup moindre que du gaz ou de l'électricité. Malgré son coût important, cette chaudière qui consomme des granulés en bois venant d'une scierie locale permet de chauffer le bâtiment en entier
ainsi que l'eau chaude. Et cette installation est aussi complétée par une autre. Ici, vous avez un deuxième ballon d'eau chaude qui est relié, lui, aux panneaux solaires qui sont sur le toit. Les panneaux solaires permettent de couvrir la moitié des besoins des 4 foyers en eau chaude durant l'été. Mais l'objectif premier n'était pas la rentabilité par rapport au coût des installations, comme nous l'explique l'un des habitants de l'immeuble. On ne s'est pas dit on achète ça pour pouvoir investir et se dire qu'on sera rentable dans 3 ans pour après se dire qu'éventuellement on pourrait le revendre ou des choses comme ça. Ce qu'on voulait, c'est aussi que ça soit agréable à vivre et qu'on respecte des choses qui, pour nous, avaient du sens, quoi. La facture de chauffage a tout de même été divisée par 4 par rapport à un foyer habitant un appartement plus classique. Par exemple, la facture de chauffage qu'on peut avoir pour les pellets, elle est quasiment identique pour l'immeuble à ce que nous, on avait pour notre appartement, comme pour du chauffage au gaz à la gare, par exemple. Les objectifs sont donc nombreux, notamment la sobriété énergétique et le vivre ensemble. Mais il n'y a pas forcément besoin de changer de mode de vie pour passer à l'action. Ce jour-là, ce propriétaire d'une maison individuelle accueille un commercial souhaitant lui vendre une pompe à chaleur. Le professionnel cherche à comprendre le besoin du client, mais aussi à évaluer la qualité de la chaudière et celle de l'isolation de la maison. Le client souhaite tout d'abord faire un geste pour la planète, en plus de faire baisser sa facture de chauffage. Combien votre habitation a besoin? C'est-à-dire en gros, votre habitation elle a besoin par exemple de 10 000 watts. Grâce à un logiciel, le professionnel va pouvoir établir des économies faisables grâce à l'installation d'une pompe à chaleur en collectant divers chiffres clés, dont ceux de la consommation annuelle de chauffage. Avec votre consommation en kilowattheure. En termes de déperdition, vous avez 20 kg de déperdition. Mais le coût de l'investissement dans cette maison de 200 m² est très élevé par rapport aux économies attendues. Ce cas de figure, assez rare, s'élève à 20% des maisons visitées par ce commercial. Les raisons possibles sont la mauvaise isolation ou une superficie très grande. Cependant, la pompe à chaleur attire de plus en plus de particuliers. De plus en plus, on croise ça, c'est-à-dire qu'on a on arrive en clientèle et les gens en fait sont intéressés par les énergies renouvelables. C'est-à-dire ils ne nous parlent pas de changer leur système de chauffage, qu'est-ce que je fais? Ils nous disent clairement je veux une pompe à chaleur. Donc en fait ils ont déjà fait des recherches et ils sont intéressés par le côté environnement aussi que ça peut apporter. Mais ça fait partie des projets d'avenir puisque l'État en fait veut supprimer le fioul dès 2028 et supprimer le gaz par la suite. Il reste en gros plus que l'électricité pour les énergies. En effet, sur l'année 2019, plus de 1 million de pompes à chaleur ont été installées, tout comme chez ce particulier qui a acheté sa maison déjà équipée. Depuis 4 ans, ce professeur d'université habite dans cette maison de 100 m² avec une pompe à chaleur de type RO. Elle permet de chauffer le rez-de-chaussée avec son plancher chauffant, le premier étage, mais aussi l'eau chaude sanitaire. Installée en 2008, la pompe à chaleur de ce propriétaire couvre entièrement ses besoins. On m'avait dit que si vraiment il faisait froid, ça pouvait être insuffisant et donc en fait on peut allumer des cumulus qui seraient chauffés de façon traditionnelle, mais là il a fait moins 10 la nuit et on n'en a pas eu besoin, il fait pas froid dans la maison. La pompe à chaleur lui a aussi permis de faire réellement baisser sa consommation d'électricité et donc sa facture. Aujourd'hui, les particuliers sont de plus en plus sensibilisés à la question de la transition écologique. Les technologies proposent de réelles alternatives, en particulier pour leur habitation. Les particuliers qui visent une autosuffisance énergétique grâce aux énergies renouvelables sont donc de plus en plus nombreux. Mais certains vont encore plus loin en contactant des entreprises pour rénover et même construire de A à Z des habitations dont le bilan carbone est positif. En voici quelques exemples en Alsace. Sur ce chantier de rénovation d'une maison individuelle, l'attention est portée aux matériaux d'isolation. L'entreprise Bâtilibre s'est spécialisée dans la construction et la rénovation dite écologique en ciblant des matières dont le bilan carbone est positif. C'est-à-dire que les matériaux biosourcés, c'est ce qu'on appelle des matériaux puits de carbone. Par exemple, je prends l'exemple du roseau, je peux prendre l'exemple de la paille, le blé. La plante, pour pousser, donc elle absorbe du CO2 par photosynthèse et elle relâche de l'oxygène. Et donc le C, le carbone, elle l'a gardé pour synthétiser sa propre matière organique. Du coup, elle capture, ça dépollue l'air, entre guillemets, elle va capturer le carbone de l'air. Et elle en aura tellement capturé, et comme ça, la plante, on la met entière dans le bâtiment, et le carbone, il est toujours dans la plante, on ne l'a pas relâché dans l'atmosphère, ça veut dire que si on a utilisé beaucoup de matériaux végétaux dans le bâtiment,
ça veut dire qu'à un moment, on peut être positif. Cette entreprise, qui compte 6 salariés actuellement, a été fondée par Luc Moritz en 2010 dans le but de privilégier l'écologie. Cette démarche séduit des dizaines de clients chaque année. C'est le cas de ce jeune couple qui a fait appel à l'entreprise il y a à peu près 2 ans. Il y a eu plusieurs journées d'accompagnement pour les premiers processus de la construction et ensuite ce qu'ils ont vraiment concrètement réalisé, c'est l'isolation du bâtiment. Donc isolation par l'intérieur, on est sur une structure bois donc à colombage. Donc là c'est une isolation comme dit par l'intérieur où on vient remplir dans le colombage avec un béton de chanvre, avec des panneaux de roseau extérieurs, des panneaux de roseau intérieurs qui servent de coffrage et de support d'enduit. Et à l'intérieur on vient projeter en fait ce béton de chanvre allégé qui est une formule de bâti libre. Des panneaux de roseau et du béton de chanvre pour isoler la future habitation. Une technique éprouvée, bien que méconnue. Là, on règle avec la structure intérieure qu'on vient pareil fixer, qui est aussi en bois, qu'on vient fixer sur le colombage. On vient régler la profondeur qu'on souhaite d'isolant en mettant en même temps les murs de niveau, puisqu'on rattrape ici, il n'y a plus rien qui est droit depuis le temps. Et du coup, on vient régler cette profondeur. Nous, aujourd'hui, en moyenne, on est sur... oui, à peu près 20 cm d'isolant en moyenne, sachant que l'avantage du système aussi, c'est que le coffrage, c'est pas un coffrage perdu. Comme je disais, le roseau, c'est un coffrage qui est aussi isolant, donc c'est un panneau de 2 à l'extérieur qui a aussi une certaine isolation et un panneau de 5 à l'intérieur qui va aussi isoler. Donc le coffrage est en plus, lui, isolant aussi, et en plus, il sert de support d'enduit. Et comme dit, l'épaisseur, elle est réglée avec la structure intérieure. Le reste de la rénovation se fait sans l'entreprise, ce qui permet de limiter les frais et d'y gagner économiquement, en plus des bienfaits de ce genre de construction pour la planète. Il ne reste plus qu'à démocratiser ce genre de technique à grande échelle. La choucroute, un plat typique de la région. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi une source d'énergie. En effet, le jus de choucroute, autrefois considéré comme un déchet, est maintenant utilisé pour produire de l'électricité. Et c'est près de la capitale de la choucroute que s'est rendue Naomi Barbier pour nous en parler. Krauter-Gersheim, capitale de la choucroute. Un plat emblématique, mais aussi un déchet, le jus de choucroute. À la station d'épuration de Meistratzheim, qui récupère ce jus, on en sait quelque chose. Ça représente une très grosse pollution. Sur une usine d'assainissement, on va parler de pollution en équivalent habitant. Donc la taille totale de la station, c'est une 205 000 équivalents habitants, qui est répartie en deux choses du coup. Une partie qui est jus de choucroute qui représente une pollution de 140 000 équivalents habitants, et la partie de traitement des eaux classiques qui représente seulement 60 000 équivalents habitants à peu près. Donc c'est pour ça qu'on le traite à part, parce que c'est pas un débit, un volume très important. Ça représente 30 000 m3 à l'année, ce qui équivaut à même pas 2 jours de temps de pluie de la station, mais c'est très concentré. C'est sur cette station, créée il y a 8 ans, qu'une unité de valorisation de jus de choucroute a vu le jour. Depuis, les producteurs n'ont plus à se déplacer jusqu'à Strasbourg. Il y a 8 choucroutiers qui ramènent l'eau ici. C'est les 2 villages, Meistratzheim et Krauter-Gersheim. L'avantage qu'on a la station à côté, il y a moins de transport, moins de camions sur la route. Et c'est plus écologique de ramener à côté que rouler pendant 2 heures pour le même travail. Un trajet pour Nicolas d'à peine 2 minutes pour aller déposer le jus de la fabrique de choucroute Ansem et Fils à la station d'épuration. Mais cela n'est pas le seul avantage. Cette unité de méthanisation ne fait pas que traiter le jus de choucroute, elle l'utilise pour créer de l'énergie. Mais alors, comment arrive-t-on à cela ? En premier, le jus doit être tamisé et dégraissé. Une fois cela, on peut passer à la méthanisation, où les polluants du jus de choucroute sont transformés par des bactéries en biogaz. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle les boues granuleuses, c'est vraiment les bactéries, là, la biomasse qui va traiter la pollution. Hein. C'est vraiment ça le cœur du traitement de la méthanisation. C'est grâce à ça qu'on traite quoi. Et donc elle va dégrader la matière organique et se multiplier au fur et à mesure. Bon, monsieur. Et c'est elle qui va générer du coup le biogaz en dégradant cette matière quoi. On fait en sorte qu'elle soit bien pour dégrader la pollution en gros quoi. Là. Elle bosse pour nous un peu, hein, faut le dire. Quoi. De cette transformation restent 2 éléments, du biogaz et du jus épuré. Le jus rejoindra les eaux usées pour être traité. De ces traitements resteront des boues qui deviendront par la suite des granulés, mais aussi du biogaz. L'énergie produite par la station est donc générée par le biogaz de la méthanisation et celui du traitement des boues. En volume, au final, sur l'année, c'est 50% de chaque pour la production, sachant que lui,
Il produit tout doucement, mais tout au long de l'année, le digesteur, alors qu'à méthanisation, c'est très saisonnier. Mais au final, ça s'équilibre. Le biogaz est ainsi stocké dans le gazomètre, pour ensuite être soit utilisé directement par la station pour son chauffage ou le fonctionnement de certains équipements, soit transformé en passant par la cogénération afin de produire de l'électricité et de l'eau chaude. La cogénération étant la transformation du biogaz par des moteurs qui produisent en simultané là, c'est de les deux moteurs de l'électricité cogénération. et de la chaleur. Il y en a un des deux qui tourne, on l'entend. Sur une année, la production d'énergie de la station est de 5466 MW de biogaz primaire, ce qui équivaut à la consommation énergétique annuelle de 2200 Français. C'est la fin de ce nouveau numéro de Rage Enquête. Nous vous remercions de votre fidélité. À très vite.